Mes amis, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous raconter, comme d'habitude, 2 histoires qui font bien flipper. Voilà, on a repris un rythme de croisière sur la chaîne, 2 vidéos par semaine, voire même 3 pendant ce mois de novembre. Tout ça pour mon plus grand plaisir et j'espère le vôtre aussi. Rejoignez-moi sur Instagram, vous êtes énormément à pas venir me suivre. C'est là-bas où vous en apprendrez beaucoup plus sur ma personnalité, sur ce que je fais au quotidien. Et c'est vraiment sur cette plateforme où on peut discuter, s'envoyer des messages. Et ça, c'est tout simplement trop cool. Le lien est en description, mon nom c'est Melvin Fogelsang, M-E-L-V-Y-N V-O-G-E-L-S-A-N-G, pour nos amis qui nous écoutent en podcast. Et voilà, abonnez-vous également à cette chaîne, moi je vous propose d'éteindre la lumière de là où vous trouvez, et on est parti pour la première histoire. Cette première histoire, mes amis, c'est celle de Noah. À l'époque des faits, Noah a 23 ans et il habite dans un tout petit appartement en ville. C'est vraiment pas grand chose, il y a juste de quoi dormir, poser un bureau et faire chauffer des pâtes histoire de se nourrir. Noah, étant donné qu'il a une situation financière pas top, il fait extrêmement attention à l'argent. Ses parents, malheureusement, ils ne sont pas fortunés, ils ne peuvent pas l'aider plus que ça. Alors, il a toujours dû se débrouiller tout seul et il nous raconte qu'au moment où son histoire se passe, il vient d'accepter un stage dans une très grande entreprise. Ce stage, c'est vraiment une énorme chance pour lui, mais le problème, c'est que malheureusement, c'est pas bien payé du tout. Étant donné qu'il fait un stage de plus de 2 mois, c'est obligé qu'il soit payé, mais autant vous dire qu'il ne gagne vraiment rien. Le peu qu'il arrive à gagner, ça part dans son loyer et en fait, il lui reste souvent 3 fois rien pour terminer le mois. Et étant donné qu'il vient de commencer dans une grande entreprise, eh bien Noah, c'est quelqu'un qui veut bien faire. Il est du genre à arriver un peu en avance, à saluer tout le monde pour leur montrer qu'il est poli, à dire oui quand on lui demande un service et donc très vite, on le trouve gentil, utile. C'est vraiment le stagiaire idéal. Noah, c'est celui qui prend des notes pendant les réunions et qui reste 10 minutes de plus pour ranger la salle sans même qu'on lui demande, donc tout va bien. Il donne son maximum pour que tout le monde l'apprécie et ça a plutôt l'air de fonctionner. Quand il rentre chez lui, il nous raconte qu'il rallume l'ordinateur presque par réflexe, comme si son cerveau n'arrivait pas à décrocher. Mais le problème, c'est qu'il a beau en faire beaucoup pour son travail, l'argent, ça reste un problème. Un soir, alors qu'il rentre chez lui après son stage, il scrolle un peu sur les réseaux sociaux, il lit des forums et il cherche des petits plans pour arrondir ses fins de mois. Je vous assure, rien de louche, mais il aimerait bien juste trouver un petit truc facile à faire qui lui apporterait un tout petit peu plus d'argent, histoire de survivre. Idéalement, lui, ce qu'il a en tête, c'est d'effectuer des petites livraisons ou ce genre de job d'étudiant, quelques soirs par semaine lorsqu'il a le temps. Donc, il est en train de scroller et quelques minutes plus tard, Noah tombe sur un truc qui lui paraît sérieux. Le titre lui parle d'études de marché interne et le message de l'annonce, il dit qu'en gros, il cherche des employés prêts à partager de l'information sur le fonctionnement d'une entreprise. Ce sont des choses visibles, rien de confidentiel et qu'ils indemnisent à chaque rapport envoyé. Et donc là, Noah, il se dit que c'est peut-être une manière honnête de gagner un peu d'argent. Et donc, il s'y intéresse. Vous connaissez le personnage, il répond avec un mail très propre, très carré. Il explique qu'il est stagiaire dans une grande société, qu'il peut observer des habitudes de travail parce que il est présent tout le temps, tôt le matin et souvent très tard le soir. La réponse de l'entreprise qui embauche arrive le lendemain. Elle est courte et presque administrative. Ils écrivent qu'ils s'intéressent en gros aux habitudes des salariés, notamment aux heures d'arrivée et de départ, aux fonctions et à des détails non sensibles qui permettent de comprendre le fonctionnement d'un service tout entier. Ils demandent aussi un ordre d'idée sur le nombre de personnes par équipe, donc rien qui ressemble à un secret d'entreprise ou ce genre de choses. Les trucs qu'ils demandent, ils sont très banals. Noah hésite parce qu'il se dit que c'est peut-être un peu limite d'un point de vue éthique, mais il se dit aussi que ce sont des informations visibles par n'importe qui s'intéresse un peu à la boîte, alors autant en profiter. Et là, notre ami, il accepte le job. Très vite, Noah envoie un premier rapport avec les informations dont il dispose déjà. Des prénoms, des fonctions, des horaires plus ou moins approximatifs. Il note vraiment ce qu'il voit sans même fouiller. Et 10 minutes après avoir soumis le rapport, il reçoit 50 balles. Ça tombe comme ça, et du coup, notre ami, il ouvre son application bancaire et il reste la bouche ouverte devant son compte parce que ça lui fait un choc. 50 €, c'est sa semaine de course et il vient d'obtenir ça en une soirée, en quelques minutes à peine, en remplissant un vieux rapport à la con. Dès le lendemain, Noah recommence, pas uniquement pour gagner de l'argent selon lui, même si c'est vraiment un plus, on va pas se cacher, mais c'est surtout parce qu'il a l'impression d'être utile à quelque chose de sérieux et du coup, il écrit des rapports un peu plus longs, toujours sur des habitudes de ses collègues et il reçoit à nouveau un virement. Il nous dit que parfois c'est 50 €, parfois 100, que ça peut monter jusqu'à 150 quand le fichier est plus détaillé, donc pour lui, c'est vraiment bénéf. Notre ami, il s'y habitue, il prend vite un rythme et du coup, au boulot, lorsqu'il est au stage, il observe tout sans trop insister. Il commence à repérer qui quitte le bâtiment assez tard, qui part plutôt le mercredi, qui échange son bureau pour avoir une salle plus calme. Enfin bref, ça commence vraiment à être de plus en plus détaillé et en fait, lui, il y trouve une sorte de satisfaction parce que ça correspond à son côté observateur et investigateur et comme personne ne lui reproche rien au stage, il s'enferme dans l'idée que tant que ça fait de mal à personne, ce n'est pas grave. Au bout d'une semaine, le ton des messages avec son espèce de patron en ligne change
sans qu'il s'en rende vraiment compte. On commence à lui demander par exemple s'il peut indiquer qui vit seul ou même qui prend sa voiture pour aller au travail. On lui demande s'il peut par exemple confirmer les horaires de nuit du personnel de sécurité. Et lui, il se dit que c'est peut-être pour un audit ou ce genre de choses, un truc sur l'énergie ou la sécurité incendie. Donc il essaye un peu de se rassurer avec des explications qu'il fabrique sur le moment. Comme il rentre souvent après la fermeture, Noah voit les derniers qui partent. Il aide parfois à éteindre les lumières, il rend service aux équipes qui ferment et en fait ça lui permet d'observer toujours plus de choses. Il nous dit qu'au fond de lui, à ce moment-là, il sait qu'il ne devrait pas le faire et que ce n'est pas bien de donner autant d'informations à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Mais voilà, il y a l'appât du gain, il continue de noter tout ce qu'il voit, que tel bureau reste allumé très tard, que tel manager revient après 21h certains soirs. Il met tout dans un fichier, il reformule pour que ce soit le plus neutre possible et il continue d'envoyer en permanence ces nouvelles infos. Un soir, son patron en ligne entre guillemets lui écrit autre chose. Il lui dit qu'il souhaiterait vérifier des adresses personnelles exactes pour croiser avec des zones d'affluence. La phrase à Noah, elle lui paraît très technique, il ne pige que dalle. Il la relit 3 fois, mais il sent qu'il y a quelque chose de bizarre. Là, pour lui, c'est différent parce que ça touche à l'adresse privée des employés. Sauf que, vous imaginez bien, son patron en ligne, c'est pas le dernier des cons. Forcément, il le paye beaucoup plus pour avoir ces informations. Il nous raconte que pour donner ces infos, il touche 500 €. Rendez-vous compte, il nous a dit que pendant une semaine, il dépensait 50 € en courses. Là, 500 €, ça lui fait 10 semaines de courses, soit 2 mois et demi. Noah, il sait pas trop comment faire pour avoir ces infos, mais d'un coup, ça lui revient. Il pense aux colis qui arrivent parfois au bureau, aux étiquettes qui traînent près des poubelles et aux signatures qui se trouvent sur des enveloppes internes. Donc il se dit, bon, c'est pas comme si je piratais un fichier, là c'est des informations visibles. C'est là, c'est dans les poubelles, à côté des poubelles, donc c'est public entre guillemets. Et du coup, vous imaginez bien, il accepte. Les jours suivants, notre ami, il se met à ramasser tout ce qui traîne. Il mémorise des noms de rues, il croise avec ce qu'il a entendu à la machine à café pendant la pause. Et cette fois-ci, il bascule vraiment de l'autre côté en donnant des informations très sensibles, très privées, sans vraiment s'en rendre compte. Sur les dossiers qu'il envoie à son patron en ligne, il met entre guillemets quartier quand il n'a pas l'information précise, puis il remplace quartier par un numéro de bâtiment quand il arrive à choper l'information. Et donc, il leur écrit en gros, voici les adresses, je peux en obtenir encore d'autres, et ce, dès la semaine prochaine. Il ferme son ordinateur en se disant qu'il a été très efficace, qu'il a fait du bon boulot, qu'il a fait gagner du temps à ses gens pour leur enquête et que tout est en ordre. 3 jours plus tard, Noah arrive au travail en étant un petit peu crevé. Il traverse l'accueil et là, c'est assez chelou parce qu'il sent vraiment une tension bizarre, genre les personnes ne parlent qu'à voix basse et surtout la télévision qui se trouve dans la salle de pause, elle diffuse un flash info. Donc il lève la tête, il regarde et ce qu'il voit, c'est horrible. Aux nouvelles, Noah voit la photo de sa collègue et le bandeau rouge en bas de l'écran annonce qu'elle a été retrouvée morte chez elle pendant la nuit. Les journalistes expliquent qu'il s'agit d'un cambriolage qui a mal tourné, que les auteurs cherchaient de l'argent et des objets de valeur, donc ils ont demandé des codes et des accès, sauf que la victime aurait résisté et elle aurait refusé de donner ses codes de carte et les codes d'un petit coffre. Donc après ça, ils l'ont frappée et malheureusement, ils sont allés jusqu'à la tuer. Apparemment, il n'y a pas eu d'effraction visible, donc les personnes ont pu rentrer comme ça sans forcer, et du coup, l'enquête, elle va devoir déterminer comment les auteurs sont entrés chez elle aussi facilement. Noah, en voyant ça, il se fige devant la télé, il n'entend plus rien du tout. Il comprend simplement que cette collègue-là, en fait, il se souvient avoir ajouté son adresse dans un fichier qu'il a envoyé 3 jours avant aux gens avec qui il travaille en ligne. Tout à coup, les mails qu'il a envoyés prennent un autre sens et il voit tout autrement. Les adresses exactes, les horaires, qui est-ce qui vit seul. Et là, tout se met en place dans sa tête. Le jeune homme retourne à son poste en mode automatique. Il ouvre son ordinateur pour supprimer tous ses mails comme si les effacer allait changer quelque chose. Il sélectionne des dossiers, il vide les corbeilles, il ferme toutes les fenêtres qui montrent qu'il a cherché un petit job. Enfin bref, il essaye d'effacer toutes les preuves. Une fois la journée terminée, il rentre chez lui et là, il reste assis devant son écran à relire absolument tout ce qu'il a envoyé. Il avait fait une sauvegarde de tout ça sur son ordinateur à la maison, donc il y a quand même des traces qui restent. Et il se rend compte, à force de relire les mails, que les demandes, elles ont commencé à devenir de plus en plus bizarres, semaine après semaine, sans même qu'il s'en rende compte. Il voit même que parfois c'est lui qui a proposé d'être encore plus précis pour être encore plus utile, et ça le met beaucoup trop mal. À travers ces mots, il ne se reconnaît pas, pour lui, il a été quelqu'un d'autre, et tout ça pour de l'argent. La nuit suivante, il ne dort pas une seule seconde, il lit des articles et il apprend que sa collègue a bel et bien été surprise à son domicile par des individus qui, apparemment, connaissaient des choses sur sa vie parce qu'ils n'ont pas fouillé par hasard. Ils ont demandé des codes très précis et ils ont pu entrer sans casser la porte ou même la forcer. Dans ce genre d'enquête, on est d'accord que des événements pareils, ça peut sous-entendre que quelqu'un ou un complice les a aidés. Noah, en lisant ça, il ferme son ordi,
tellement il a envie de vomir. Le lendemain, en retournant à son stage, il se dit qu'il faut absolument qu'il paraisse normal. Donc, il se tient droit, bien habillé, il répond au bonjour des gens comme si de rien n'était, mais dans sa tête, c'est Bagdad. Dites-vous qu'il a tellement peur qu'il évite les regards des autres. Il se pose à son bureau pour tenter d'écrire un mail à l'adresse du forum. Et dans le mail, il écrit « C'est beaucoup trop dangereux, je veux plus travailler avec vous, s'il vous plaît, ne me recontactez plus ». Il clique sur le bouton envoyer et la réponse, elle tombe un petit peu trop vite. Cette réponse, elle est très courte et très glauque. Ils répondent « Trop tard, tu fais déjà partie du projet maintenant ». C'est écrit comme ça, froid, aucune formule de politesse ni rien. Et en fait, c'est la première fois que Noah comprend qu'il ne sait pas du tout à qui il parle, alors que lui, il pensait travailler pour une entreprise certifiée ou une entreprise officielle. Le soir, lorsqu'il rentre, il change de trottoir en permanence. À la maison, il ferme tous ses rideaux alors qu'il ne les fermait jamais auparavant. Il coupe toutes ses notifs et au bureau, on commence à parler sur lui parce qu'un de ses collègues l'a vu plusieurs fois envoyer des mails très tard à une adresse qui n'est pas celle de la boîte. Donc, apparemment, il a été discret, mais pas assez. Le problème, c'est que maintenant il y a des rumeurs qui commencent à apparaître et les gens se demandent mais à qui est-ce qu'il a écrit et pourquoi dire? Du coup, l'après-midi même, le manager prévient tous les employés que la police va venir poser des questions à tout le monde parce qu'il y a eu un meurtre, c'est la procédure. Noah, il fait le gars étonné comme s'il savait pas pourquoi, mais à ce moment-là, il sait clairement qu'il est dans la merde. Plus tard, les policiers arrivent, ils interrogent tout le monde et au bout d'un moment, c'est au tour de Noah. Quand les deux policiers viennent le voir, ils lui demandent s'il connaissait bien sa collègue, s'il savait où elle habitait, s'il avait remarqué quelque chose de bizarre ces derniers jours. Et lui, il répond que non, il ne connaissait rien du tout. Mais au fond de lui, il sait qu'il est niqué, qu'il ment mal, que ça se ressent, que ça sonne faux et il pense au message qu'il a reçu. Donc celui qui lui dit « Tu fais partie du projet maintenant ». Donc il se dit tout simplement « Si je parle maintenant, je suis dans la merde ». Au bout de plusieurs longues minutes, l'interrogatoire se termine, les policiers ont pris un tas d'informations et ils repartent. Le soir, alors qu'il est chez lui, Noah reçoit un mail anonyme, pas d'objet, juste 4 mots « Bon travail, à bientôt ». Il supprime directement le mail sans ouvrir la pièce jointe qu'il y a dedans et il éteint l'ordinateur. Quelques jours passent, il n'y a pas grand chose qui arrive, sauf que, un fameux jour, Noah apprend qu'un autre employé, donc un autre collègue, a été agressé chez lui. Cette fois-ci, il est vivant, mais il est très mal en point. Noah, il voit qu'on a encore une fois utilisé exactement le type d'information qu'il a envoyé et que c'est exactement le même procédé que la dernière fois. Ils ont demandé des codes de cartes, de coffres-forts, etc. Et Noah, il comprend que c'est lui qui a fourni toutes les informations qui ont permis d'entrer chez la victime. Le pire, c'est que malheureusement, quelques jours plus tard, on apprendra que cette personne, donc ce deuxième collègue, décédera des blessures qui lui ont été infligées. Dès que ce deuxième collègue est décédé, les enquêteurs ils reviennent dans l'entreprise, ils récupèrent le moindre ordinateur qu'il y a à l'intérieur, ils font des copies de tous les disques durs et Noah sait pertinemment que ce qu'il a effacé va forcément réapparaître, alors il panique. Il tente de nettoyer encore et encore, mais il fait n'importe quoi. Et finalement, un matin, 2 agents viennent directement à son bureau. Ils se postent devant le jeune homme et ils lui disent juste « Monsieur, on va devoir vous accompagner au poste, s'il vous plaît. Suivez-nous ». Tout le monde lève la tête pour regarder ce qui se passe. Il y a un silence horrible et Noah, il est emmené dehors par la police. Au commissariat, on lui montre des papiers imprimés et dessus, il y a ses mails à lui, tous les fichiers qu'il a envoyés, les virements qu'il a reçus, les conversations qu'il a eues avec des inconnus. Il y a absolument tout. Là, il est clairement dans la merde. Noah leur dit en pleurant qu'il ne savait pas, qu'il pensait à une étude de marché, qui apparemment observait des gens et il répète aux enquêteurs qu'il voulait simplement arrondir ses fins de mois, mais que jamais il n'aurait pensé que des personnes perdraient la vie à cause de lui. Mais vous vous doutez bien, pour lui, c'est trop tard. Le mal est fait. Apparemment, la police a arrêté un suspect dans cette affaire et on lui dit que sur son ordinateur, on a retrouvé les fichiers qu'il avait envoyés et que dans un autre dossier, il y avait la liste des cibles avec des notes qui reprennent ces observations et qui ajoutent des phrases comme demander des codes de carte bancaire, des coffres qui se trouvent dans un salon, que la personne vit seule, enfin toutes les informations qui pouvaient mener à la victime. Et là, les policiers lui expliquent noir sur blanc que la collègue a été tuée pendant un cambriolage parce qu'elle a refusé de donner ce que les auteurs voulaient, que c'était violent, très rapide et que l'absence d'effraction démontrait que les personnes savaient exactement comment rentrer chez elles. Noah, en entendant ça, il s'enfonce dans sa chaise, il ne cherche même plus d'excuses et il écoute sans répondre quoi que ce soit. Alors, on ne sait pas si ça peut le rassurer ou pas, mais les policiers lui disent qu'il n'est pas le seul à avoir fait ça, qu'il y a beaucoup d'autres jeunes qui ont fait les mêmes erreurs dans d'autres villes. Apparemment, ce patron en ligne s'est servi de la même méthode pour les appâter avec de l'argent, juste pour connaître les habitudes des gens qui travaillent dans de très grandes entreprises. Parce que qui dit travailler dans une entreprise dit gagner peut-être un petit peu mieux
mieux sa vie. Après, vous me direz, c'est pas partout comme ça. Mais en tout cas, dans la tête du patron, ben c'était ça. À partir de là, tout va très vite. L'enquête, elle avance bien. On fouille les comptes de Noah, on additionne les virements et les enquêteurs se rendent compte qu'il a reçu un petit peu plus que 3000 €. Et ce, seulement en quelques semaines. Donc, c'était très intéressant d'un point de vue financier. Vous vous doutez bien, avec toutes ces preuves, Noah, il ne peut pas nier parce que tout est dans ses mails, tout est dans son ordinateur. Et le problème dans cette histoire, c'est que Noah, il s'est toujours un peu rassuré avec des excuses bidons, en mode « j'aide une entreprise à avoir des informations sur les employés », mais on est d'accord, quelqu'un de sensé se serait dit « putain, c'est quand même bizarre d'un point de vue éthique ce que je suis en train de faire. Je suis en train de divulguer l'adresse privée de mon collègue qui est juste à côté de moi, à une entreprise que je ne connais pas, que lui ne connaît pas. On est d'accord ? C'est très bizarre. Mais bon, c'est la preuve que l'argent, ça peut faire beaucoup de choses, et que surtout, ça peut nous faire mettre un petit peu notre éthique de côté, et ça, c'est un véritable problème. Lors de l'audience, plus tard, quand il doit tout expliquer, Noah n'a pas grand chose à dire. Il explique juste que voilà, c'était de l'argent facile qu'il pouvait gagner assez rapidement, et qu'il avait aussi beaucoup de reconnaissance de la part du patron, parce qu'il lui disait souvent « t'as fait du bon travail », et que malheureusement, dans l'entreprise où il effectuait son stage, ce n'était pas vraiment le cas. Mais quelque chose qui va jouer en sa faveur, c'est que Noah, il a été très coopératif avec le juge. Il lui a donné tout ce qu'il savait comme information quant à ce patron en ligne, le lien du forum, comment est-ce qu'il y a accédé, comment est-ce qu'il a été contacté, à quelle heure, etc. Même le compte bancaire qui lui envoyait de l'argent. Sauf que, malheureusement, ça n'a pas vraiment suffi, parce que notre ami a quand même dû faire quelques mois de prison. Parce que, en fait, les informations qu'il a données de façon illégale à une entreprise qu'il ne connaissait pas, ça a mené au meurtre de 2 employés. Donc, en gros, ils ont retenu le fait qu'il a participé de façon involontaire à un meurtre, et ça, malheureusement, ça ne l'a pas loupé. Apparemment, les personnes qui étaient derrière ce réseau, elles ont été retrouvées. On n'a pas de précision, malheureusement, concernant leur peine, mais on imagine assez bien que c'est un petit peu plus violent que pour Noah. En tout cas, aujourd'hui, la seule chose qu'on peut lui souhaiter, c'est qu'il ait appris de ses erreurs. Mais malheureusement, on n'a pas l'information, l'histoire s'est arrêtée de façon un petit peu brute. Le plus tragique dans cette histoire, et le plus triste, c'est que 2 personnes ont perdu la vie, alors qu'elles n'avaient absolument rien demandé. Voilà, histoire assez glauque, assez particulière, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous propose de reprendre une petite boisson et on est parti pour la deuxième histoire. Cette deuxième histoire, mes amis, c'est celle d'Amandine. Amandine, c'est une femme de 32 ans et dans sa vie, à ce moment-là, tout se passe très bien. Elle a un travail qui est stable, un petit ami adorable et des parents qu'elle adore par-dessus tout. La jeune femme ne nous précise pas quel métier elle fait, mais elle nous raconte que ça lui prend beaucoup de temps et que malheureusement, elle n'a pas souvent l'occasion d'aller voir ses proches, ni même ses amis. Elle qui, à la base, est très famille, ça la dérange un petit peu. Mais bon, pour le moment, c'est comme ça, elle n'a pas le choix. Elle essaye au moins de voir ses parents le plus possible, même si ça reste dur. Et tout ce qui est oncle, tante, cousin, cousine, c'est un petit peu plus rare. Amandine nous raconte qu'au moment où l'histoire se passe, elle est au mariage de son cousin et tout se passe très bien. L'ambiance est top, il y a de la musique, les gens dansent et c'est le genre de soirée où tu penses à rien d'autre qu'au moment que tu es en train de vivre. En plus de ça, il y a toute sa famille, alors autant vous dire qu'elle va en profiter. Et à un moment, Amandine, elle commence à se sentir fatiguée. Mais pas dans le mauvais sens du terme, plutôt dans le bon sens, elle s'est grave amusée. Elle a bien mangé, elle a bien rigolé avec tout le monde, elle a pris plein de photos avec des gens de sa famille qu'elle voit rarement, et tout ça, ça épuise. Cette soirée, elle est très simple, joyeuse, sans embrouille, juste des gens heureux, qui font la fête, donc j'ai envie de vous dire, que demander de plus? C'est vers 2 h du matin que Amandine, elle commence vraiment à sentir la fatigue qui tombe. Elle pique carrément du nez, elle bâille, elle regarde l'heure et elle se dit qu'elle va rentrer. Son cousin lui propose de rester dormir ici parce qu'il y a encore des chambres de libre. Mais elle dit non, elle préfère rentrer chez elle parce qu'elle aime bien dormir dans son lit. En plus, elle n'habite pas si loin que ça, donc c'est pas vraiment dérangeant. Apparemment, c'est à peine à une quarantaine de minutes de route, donc voilà, ça reste raisonnable. Et petit détail, c'est que le lendemain matin, elle doit retrouver son copain pour faire un brunch, alors autant se rapprocher du lieu où ça va se passer. Du coup, elle dit au revoir à tout le monde, elle fait le tour des tables, elle récupère son manteau et elle sort tranquillement. Amandine monte dans sa voiture, elle allume le moteur, elle branche son téléphone et elle met le GPS pour être sûre et certaine de ne pas se tromper de route, parce que le lieu du mariage est un petit peu éloigné du centre, donc elle n'a pas vraiment l'habitude. Bon, le réseau à ce moment-là, il capte pas très bien, mais ça marche. Alors, elle démarre doucement et les phares éclairent la route qui est complètement vide. Au début, tout va bien, elle conduit tranquillement, elle roule à une vitesse totalement normale et il n'y a personne sur la route. Elle se remet à penser à la soirée, au marié, aux blagues nulles à chier de son oncle et elle sourit toute seule parce que des moments comme ça, malheureusement, de par son travail, de par son emploi du temps, elle n'en vit pas beaucoup. Et puis, à un moment, le GPS se met à bugger. L'écran se fige, puis il devient noir. Et il y a un message qui indique que le signal est perdu. Amandine, elle soupire, elle tape un peu dessus, mais ça ne change rien. Elle le relance au moins 3 fois, mais il n'y a toujours rien. Elle se dit bon,
Tant pis, c'est pas grave, je connais à peu près la direction. Donc il y a bien un moment où je vais finir par me repérer. Elle continue sa route, elle prend à gauche, puis à droite, en essayant de reconnaître des routes, sauf qu'au bout de 10 minutes, elle se rend compte qu'elle ne sait pas du tout où elle se trouve. Il n'y a plus de panneaux, plus de maisons, juste des champs et des virages. Notre amie, elle baisse un peu la musique pour se concentrer parce qu'elle se dit « je suis vraiment dans la merde ». Et c'est à ce moment précis qu'elle voit quelque chose dans le rétro. Ce quelque chose, ce sont les phares d'une voiture. Elle pense que c'est rien, sûrement quelqu'un qui est sur la même route qu'elle, donc elle continue de rouler, mais la voiture, elle reste toujours derrière elle, à la même distance. Lorsqu'Amandine ralentit, la voiture ralentit aussi, elle accélère aussi. Là, clairement, elle commence à se poser des questions. Alors, probablement que c'est une simple coïncidence, mais au fond d'elle, elle sent que ça pue, surtout un samedi soir, aussi tard pendant la nuit. La jeune femme regarde autour d'elle pour chercher un panneau, une station ou n'importe quoi, mais il n'y a rien. Il y a simplement la route qui est vide devant mais pas derrière, et la nuit noire. Elle se dit que c'est sûrement elle qui psychote, elle essaye de se calmer, mais pendant ce temps, la voiture, elle reste collée à elle. À un moment, elle se dit carrément qu'elle va se rabattre sur le côté pour laisser la voiture passer. Donc, elle allume les feux, elle ralentit, elle se met sur le bas-côté. Mais problème, la voiture fait pareil. Amandine s'arrête, avec les mains sur le volant, sans bouger. Les phares de derrière, ils l'éblouissent complètement. Elle attend quelques secondes, et tout à coup, la voiture klaxonne, mais de façon longue et continue. Amandine sursaute, elle redémarre aussitôt et elle appuie à fond sur l'accélérateur pour se barrer parce qu'elle ne sait pas ce que cette voiture lui veut. À ce moment-là, elle nous raconte qu'elle fait n'importe quoi. Elle tourne à gauche, puis à droite, puis encore à gauche. La seule chose qu'elle veut, c'est le semer. Sauf que, en regardant dans le rétroviseur, elle voit que les phares sont encore là. Avec son téléphone, elle essaye d'appeler quelqu'un, mais malheureusement, il ne capte plus. À ce moment-là, Amandine, elle se dit « c'est la merde ». Et pour couronner le tout, la route devient de plus en plus étroite, de plus en plus sombre. Les virages sont de plus en plus serrés et l'autre voiture, elle accélère encore un peu. Elle accélère tellement qu'à un moment, Amandine elle est en train de conduire et elle sent que quelqu'un la percute par l'arrière. Elle essaye de rester concentrée, mais on est d'accord, c'est très compliqué. Sa voiture dérape un petit peu suite au choc. Elle panique complètement, elle appuie sur le frein ou même sur l'accélérateur, elle ne sait pas vraiment. Et puis d'un coup, l'autre voiture derrière continue d'accélérer. À un moment, elle la dépasse, elle se rabat brusquement devant elle. Amandine, elle n'a pas le temps de freiner, donc vous imaginez bien ce qui se passe. Il y a un accident. Elle nous explique qu'à ce moment-là, elle entend un bruit horrible. Elle voit un gros flash blanc comme s'il y avait tonton Johnny qui l'attendait de l'autre côté. Et puis après ça, c'est le noir complet. Quand la jeune femme reprend conscience, tout est flou. Elle sent la ceinture qui est en train de la serrer fort, le goût de sang dans sa bouche et le bruit du moteur qui tourne encore. L'airbag s'est déclenché, il lui a atomisé la gueule. Et c'est là qu'elle se rend compte qu'elle a eu un accident. Elle essaye de bouger tant bien que mal, mais malheureusement, elle a la tête qui est en train de tourner. Devant elle, elle voit les phares de l'autre voiture garés quelques mètres plus loin. Et là, elle comprend que cette personne s'est arrêtée. La portière de l'autre voiture s'ouvre gentiment et elle voit une silhouette qui descend. C'est un homme qui s'avance vers elle, il s'arrête à côté de sa voiture, il se penche et il frappe doucement contre la portière pour lui demander « Ça va madame ? Vous êtes blessée ?» Mais le mec parle calmement et beaucoup trop calmement parce que, espèce de connard, c'est toi qui viens de provoquer l'accident. Amandine ne répond pas. Le gars se met devant sa voiture, donc elle le regarde à travers le pare-brise, et il répète encore une fois les mêmes mots. Notre amie, elle baisse les yeux, elle cherche son téléphone qui est tombé à ses pieds, elle le ramasse et elle le prend dans ses mains. L'homme, d'un geste brusque, ouvre la portière, Amandine sursaute et le gars se penche sur elle et il lui arrache le téléphone des mains pour le balancer au sol. Là, le téléphone, il explose en 1000 morceaux et le gars lui dit « Viens, je vais te ramener, t'inquiète, de toute façon, ta voiture, elle est morte. » Amandine, à ce moment-là, elle secoue la tête, elle dit « Non, je vais bien. » Son seul but, c'est de s'enfuir, mais le mec attrape son bras et il la tire doucement, comme s'il voulait l'aider, mais elle sent que ce n'est pas du tout le cas. Le gars détache la ceinture d'Amandine, il lui saisit le bras et il la tire brusquement. Notre amie, elle résiste, elle crie, mais le gars, il reste calme et il lui répète « Viens, c'est dangereux ici, je vais t'accompagner. Ne t'inquiète pas. » Bon, autant vous dire que ces phrases n'ont pas grand effet sur notre amie qui panique totalement. Il la tire encore et elle comprend qu'il ne va juste pas la lâcher. Et dans sa tête, elle se dit « Il faut absolument que je bouge maintenant, sinon je ne sortirai pas vivante de cette situation. » Et malheureusement, c'est pile à ce moment-là que tout bascule. L'homme la tire dehors, elle crie, elle essaye de s'accrocher à la portière, mais malheureusement, ses doigts, ils glissent et c'est là qu'elle comprend que elle n'a pas la force face à lui. Le gars la pousse vers sa voiture à lui, elle tombe sur le siège passager, elle veut ressortir, mais il la bloque et lui lâche un « Reste tranquille et tout ira bien ». Il fait le tour de la voiture pour se mettre côté conducteur et Amandine, elle en profite pour regarder ce qu'il y a autour d'elle qui pourrait potentiellement l'aider. Elle réfléchit à ce qu'elle peut faire et là,
elle voit un petit morceau de plastique qui dépasse du tableau de bord. Donc elle se dit, si j'arrive à détacher ce bout de plastique, peut-être que je pourrais lui planter dans le bras. Elle tire donc discrètement dessus, le plastique bouge et elle le glisse dans sa manche. Pendant ce temps, le mec ouvre la portière du côté conducteur, il se met derrière le volant, prêt à démarrer, et d'un coup, Amandine, elle dégaine son bout de plastique, elle lui plante dans le bras. Le mec, naturellement, il se met à hurler, il lâche carrément le volant, et pendant ce temps, notre amie, elle en profite pour ouvrir la portière et tenter de s'enfuir. Le temps que le mec enlève le bout de plastique qui est dans son bras, et qu'il se lève pour sortir de la voiture, Amandine, elle attend de prendre ses clics et ses claques et de se barrer. Derrière elle, elle entend le mec au loin lui dire « Mais putain, t'es passé où ?» Et elle continue encore et encore à courir le plus loin possible et le plus rapidement possible jusqu'à qu'elle l'ait semé pour de bon. À ce moment-là, notre amie, elle a envie de vomir tellement elle a couru et tellement elle a eu peur. Elle se retrouve seule au beau milieu de la nuit sur une route qu'elle ne connaît pas et avec un silence qui est extrêmement pesant. Là, les émotions sont trop fortes, elle se met à trembler, elle pleure et surtout, elle se dit qu'elle ne doit pas rester là parce que sinon il va la retrouver. Donc, elle continue de marcher encore et encore, elle pense à rien, juste à sortir vivante de cet endroit. Dans le champ qui se trouve juste à côté, Amandine, elle entend des bruits, c'est sûrement des animaux, mais le moindre bruit la fait sursauter. Elle regarde derrière elle toutes les 30 secondes parce qu'elle est persuadée que ce malade va revenir. Et c'est à un moment où, au loin, elle croit distinguer une lumière. C'est une sorte de point jaune dans la nuit, donc elle ne sait pas si c'est une maison ou un lampadaire. Mais très honnêtement, elle en a rien à foutre, elle se met à courir en direction de cette lumière, comme si sa vie en dépendait. Et vous allez me dire, c'est un petit peu le cas. Plus elle se rapproche, plus elle comprend que c'est une maison, une sorte de vieille bâtisse isolée, avec simplement une ampoule allumée devant la porte. Notre amie nous raconte qu'elle trébuche 2 fois tellement elle court vite. Ses genoux sont en sang, en plus de ça elle a beaucoup de blessures suite à l'accident, mais enfin elle finit par arriver devant cette maison. D'abord elle toque tout doucement parce que voilà, on respecte quand même les gens, on est en plein milieu de la nuit, même si un tueur est en train de nous suivre. Mais voyant que personne ne lui répond, elle se met à bourriner la porte. À travers le carreau de la porte, elle voit que la lumière s'allume, donc dans la maison. Puis elle entend les pas et la voix d'un homme qui demande qui c'est. Elle répond, elle dit qu'elle a eu un accident et qu'il y a quelqu'un qui est en train de la suivre et qu'il faut absolument lui venir en aide. La porte s'ouvre et là, il y a un homme qui a environ une 50aine d'années, qui est en pyjama, la tête dans le cul. Il la regarde en étant choqué et il comprend tout de suite que c'est extrêmement grave. Il la fait entrer à l'intérieur de la maison, il ferme la porte à clé derrière eux et il lui dit de s'asseoir dans le salon. Amandine, elle s'écroule sur le canapé, elle pleure toutes les larmes de son corps et surtout, elle se met à trembler de partout. L'homme appelle la police et il leur explique vite ce qu'il voit, c'est-à-dire une jeune femme choquée, quand même bien blessée et qui vient de sortir d'un accident de voiture. Il donne son adresse à la police et ils disent qu'ils envoient une patrouille le plus vite possible. Le gars, c'est un amour, il lui apporte un verre d'eau et il essaye de prendre soin d'elle. Mais les mains d'Amandine tremblent tellement qu'elle en fout partout. Le gars lui dit donc « Restez assise, la police arrive » et là, ils attendent ensemble. Le temps, il paraît interminable. Puis tout à coup, ils aperçoivent les sirènes de police qui se dirigent en direction de la maison. Là, 2 gendarmes entrent, ils parlent calmement à Amandine et lui demandent son prénom, son nom, ce qui s'est passé, si elle est blessée, si elle a mal à quelque part. Amandine, elle essaye de raconter du mieux qu'elle peut. Elle leur explique qu'elle sortait d'un mariage et qu'elle s'est perdue à cause de son GPS qui a complètement vrillé et qu'à un moment, lorsqu'elle roulait, elle s'est aperçue qu'une voiture était en train de la suivre, qu'elle s'est mise à la percuter, que ça a provoqué un accident et que ça a été la catastrophe. Ensuite, elle dit que le gars l'a forcée à monter dans sa voiture, qu'elle lui a planté un truc dans le bras et qu'elle a réussi à s'enfuir. Les policiers notent tout ce qu'elle dit et ils appellent les secours pour vérifier son état parce que vraiment, elle est bien amochée. On la conduit à l'hôpital où elle reste là plusieurs heures. Elle répond aux questions, elle essaye de se rappeler de tout, genre le modèle de la voiture, la couleur ou même le numéro de plaque. Elle a vaguement des souvenirs mais rien de sûr. Et les gendarmes, eux, ils sont très gentils, ils lui disent « Bah écoutez madame, c'est déjà un miracle si vous vous souvenez de 2-3 chiffres de la plaque. » Ils lui expliquent qu'ils vont chercher la voiture à partir de ces informations et voir s'il y avait des caméras de sécurité à quelque part sur la route ou etc. Amandine, elle passe la nuit à l'hôpital en étant incapable de dormir. Le lendemain, à l'aube, il retrouve bel et bien sa voiture complètement détruite et des longues traces de pneus sur la route. Donc c'est une preuve qu'une autre voiture l'a percuté, mais malheureusement, il ne retrouve rien d'autre parce que l'homme a complètement disparu. Il n'y a aucune empreinte, ni même témoin, et dans la journée, Amandine, elle est libre de quitter l'hôpital. Du coup, elle rentre chez elle avec son copain qui vient la chercher. Les jours passent et notre amie essaye de reprendre une vie normale, mais vous vous doutez bien, elle n'y arrive pas. Un jour, la police l'appelle pour lui dire qu'il n'y a rien de nouveau concernant l'enquête et que malheureusement, ça traîne un peu. Et puis, 2 semaines plus tard, elle reçoit un mail. C'est un lien qui vient de son cousin pour qu'elle puisse visionner les photos du mariage. Amandine hésite parce qu'à cause de ce qu'elle a vécu après cette soirée, elle assimile ça à un très mauvais souvenir. Mais bon,
elle clique quand même sur le lien parce qu'elle a envie de regarder les photos de cette soirée en famille en pensant que potentiellement ça peut lui faire du bien. Au début, sur les photos, tout lui semble banal, les gens qui dansent, les gens qui sourient. Il y a des photos des mariés, de ses amis, et ça lui fait du bien de revoir des photos pareilles, mais à un moment, elle tombe sur une photo d'elle où elle est en train de sourire avec un verre à la main. Il y a une de ses copines qui est présente, sauf que, au fond, derrière elle, il y a un visage qui lui semble familier. Notre amie se fige complètement parce que ce visage, elle le reconnaît très bien. C'est ce troubadour qui la suivait sur la route. Il a le même regard, la même gueule, les mêmes yeux, vraiment, tout correspond. Elle scrolle vite, elle passe à une autre photo et il est encore là, à une table un petit peu plus loin, toujours en train de la fixer comme un psychopathe. À ce moment-là, la jeune femme a l'impression qu'elle va crever sur place, mais elle continue de faire défiler les photos et sur chacune d'entre elles, il est là, quelque part, derrière, en arrière-plan, toujours les yeux rivés sur elle. Que ce soit à côté du buffet, dans un coin de la salle, ou même pendant le gâteau, juste derrière les mariés, ça ne change pas, il est là, du coup, elle comprend absolument tout. Ce mec, en fait, il était présent pendant tout le mariage, il l'a vu et quand il s'est rendu compte qu'elle partait de la fête, eh bien il l'a suivie et lorsqu'elle se rend compte de tout ça, elle prend immédiatement son téléphone, elle appelle la police et elle lui dit que tout simplement, elle vient de résoudre l'enquête, qu'elle a retrouvé l'homme qui l'a agressé. Très vite, une patrouille débarque et Amandine leur montre les photos. Ils zooment dessus et ils font le lien avec les invités, ils l'identifient et ce que la police découvre, c'est extrêmement troublant parce que cet homme, c'est tout simplement le cousin de la mariée. C'est un gars très discret, un petit peu bizarre d'après les autres. Il est venu et reparti seul. Et vous vous doutez bien que la police recherche ces informations pour aller l'arrêter. Et une fois qu'ils l'ont menotté, ils l'emmènent au commissariat pour pouvoir lui poser des questions. Au début, ce bolos, il nie tout en bloc. Puis, au bout de quelques heures, il finit par craquer. Il avoue qu'il a suivi, qu'il voulait juste lui parler, mais que, apparemment, il a paniqué. Enfin bref, on est d'accord, c'est une excuse complètement bidon. Ce mec est donc arrêté et inculpé pour tentative d'homicide et d'agression volontaire. Et quand Amandine, elle apprend ça, elle pleure toutes les larmes de son corps. En fait, elle n'est même pas soulagée, elle nous dit qu'elle ressent juste un gros vide parce qu'elle réalise qu'elle a passé toute la soirée à ses côtés sans même s'en rendre compte et que ce même mec a failli quelques heures ou minutes plus tard lui ôter la vie. Donc elle est passée d'une soirée extrêmement joyeuse où elle souriait, vraiment elle était trop contente, à un enfer sur terre où la vie a failli s'arrêter. Et il y a aussi quelque chose qui lui fait beaucoup de mal et qui lui fait très peur, c'est de savoir que ce mec, c'est le cousin de la mariée. Voilà, mes amis, c'est la fin de cette deuxième histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, comme d'habitude, j'ai pris un réel plaisir à vous la raconter, j'espère que ça s'est ressenti. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram, à vous abonner à la chaîne, je vous rappelle, vous êtes plus de 60% à ne pas l'être. C'est l'un des meilleurs moyens de me soutenir et c'est gratuit. Et surtout, vous serez mis au courant des prochaines vidéos. Voilà, moi je crois que je vous ai tout dit, merci encore d'avoir regardé cette vidéo, moi je vous promets de vous retrouver très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, j'aimerais que vous preniez soin de vous, c'était Melvin, ciao tout le monde.